Salut, bienvenue sur votre toute nouvelle émission de podcast préférée, Le Café, c'est pour moi. J'ai décidé de créer une rubrique qui s'intitule Un allongé avec Sarah. En fait, les rubriques Un allongé avec Sarah, c'est des épisodes dans le podcast où je suis toute seule sans invité. Donc ça va être le premier de cette série, sauf qu'aujourd'hui je suis pas vraiment sans invité. Ce qui se passe dans cet épisode, c'est que je vais retranscrire, raconter l'histoire d'une championne qui donc m'a donné comme support un long mail où elle raconte son histoire. Et donc je vais raconter son histoire, une histoire très lourde, une relation compliquée, chaotique, violente, abusive qu'elle a eue avec son conjoint, son ex-conjoint. Donc j'en profite aussi pour mettre des trigger warnings. Voilà, si les sujets des violences conjugales, de l'emprise, de la violence, qu'elle soit physique, psychologique, sont des sujets compliqués pour vous, il faut couper. Voilà, il y a d'autres épisodes sur d'autres thématiques que vous pouvez aller écouter. Voilà, ça sert à rien de vous infliger ça. Donc comme je vous disais, ce qui va se passer, c'est donc que je vais lire son témoignage. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle a fait un condensé de ses 10 ans de relation avec cet homme-là. Je veux aussi prévenir tout de suite, parce que je trouve que ça va nous aider à écouter jusqu'au bout, que ça se finit bien pour elle. L'idée, en racontant cette histoire, c'est de pouvoir permettre à des femmes, des personnes qui vivent ce genre d'emprise, en fait, qui vivent dans des situations comme ça, peut-être de trouver un peu de force, d'espoir dans son histoire. Et elle a aussi un tout autre objectif. Elle m'a dit, ouais, j'ai envie de raconter mon histoire, mais j'ai pas envie qu'il puisse entendre à nouveau ma voix. Et je respecte ça de toute façon. Et elle m'a dit, j'ai envie de raconter mon histoire parce qu'en plus qu'elle sait, en fait, elle sait qu'elle va pouvoir aider des femmes. Elle m'a dit, je voudrais envoyer cet épisode à mes proches qui ne savent pas encore ce qui s'est passé, qui savent que j'ai divorcé, qui me voient de retour en Île-de-France, mais qui ne savent pas ce qui s'est passé. Donc voilà, je trouve que toutes les opportunités que cet épisode va offrir sont trop importants pour renoncer à ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je réenregistre ce podcast. Ça veut dire que, en fait, moi, vous savez, je travaille toujours en one-shot, je prépare rien. J'ai enregistré un podcast, donc avec une conclusion qui était super powerful, super intéressante. Sauf que j'ai fait du bidouillage sur mon logiciel pour enregistrer les podcasts. Et quoi que je fasse, l'audio est exécrable. Ça fait des grésillements, des gros bruits et tout. C'est même pas audible. J'ai tout essayé pour le retoucher. Donc là, je suis en train de le réenregistrer une seconde fois finalement. Ce qui va se passer là tout de suite, donc, dans un premier temps, c'est que je vais lire son mail. À la fin de ce mail, on reviendra dessus, on discutera s'il faut. Voilà, je vais lire son mail. Je veux préciser aussi qu'en fait, moi je connais l'histoire de cette nana parce que je l'ai eue en accompagnement, en one-on-one. Je l'ai eue en accompagnement, on a beaucoup travaillé sur la problématique de confiance et d'estime de soi, c'était surtout l'estime. Donc en parallèle, elle suivait aussi une thérapie, elle suit d'ailleurs à ce jour toujours une thérapie. Et voilà quoi, elle est accompagnée par plusieurs professionnels. Vous allez voir que souvent dans les situations comme ça, c'est une histoire de déclic. C'est une histoire de déclic, mais un déclic, c'est quelque chose qu'on ressent, mais c'est aussi quelque chose qu'on arrive à lire, qu'on arrive à analyser. C'est le déclic du point de vue de la victime, pas le déclic du point de vue de l'entourage, et ça c'est vraiment important de le garder en tête. Donc voilà, je vais commencer par lire son témoignage, vous livrer son témoignage, et voilà, écoutez, bonne écoute, et j'espère qu'il sera utile j'en suis sûre même, qu'il sera utile à plein de personnes qui malheureusement vivent des choses similaires. Salut Sarah, j'espère que tu vas bien. J'aimerais partager ce témoignage avec toi et qu'à ton tour tu le partages à travers tes podcasts. Je me suis dit pourquoi pas. Tu connais mon histoire et même si aujourd'hui je m'en suis sortie, je ne veux pas qu'il ait l'occasion d'entendre le son de ma voix. Je voudrais dire à toutes les femmes qui t'écoutent, à toutes les femmes qui nous entourent, qu'il est vraiment important de s'aimer. Je vais te raconter mon histoire. Je suis une jeune femme de 35 ans aujourd'hui, qui a commencé à vivre hier. Je m'explique. J'ai vécu, ou plutôt, j'ai subi un mariage chaotique. Et j'ai honte car j'ai compris que ce mariage était chaotique lorsque j'ai failli y perdre ma vie.
Alors je ne sais pas si l'homme avec lequel je partageais ma vie était un pervers narcissique ou pas. En tout cas, je sais que j'ai été sous son emprise plus de 10 ans et qu'il m'a coupé de tout le monde. Il m'a coupé de la vie. Je t'expose ma vie pour que tu vois un peu où j'en étais. J'ai fait des études de droit et j'avais pour objectif d'être juriste. Sauf que je me suis mariée à la fin de mes études. 3 semaines après notre mariage princier, les masques commencent à tomber. Il est ferme et décidé, je ne travaillerai jamais. Mais il apporte cette nouvelle d'une manière intelligente. Il avait un très bon travail, gagnait très très bien sa vie et essayait de rentrer dans ma tête. T'as pas besoin de travailler, vas-y, je te donnerai 2 000 € d'argent de poche chaque mois. Je te ferai voyager plusieurs fois dans l'année. Moi, j'ai besoin que ma femme reste à la maison, à s'occuper du foyer et de nos futurs enfants. J'ai besoin que ma femme, elle s'occupe de mes parents aussi. J'ai besoin que ma femme soit une femme d'intérieur et qu'elle soit respectable. Je veux rajouter aussi que ce n'est pas du tout un religieux. Il fume, il boit, j'apprendrai même plus tard qu'il me trompe, mais à chaque fois qu'il veut me convaincre de renoncer à quelque chose, il utilise la religion pour le faire. La première année de mariage est compliquée. Il n'a pas encore commencé à me montrer un visage violent, en tout cas pas encore physiquement, mais je sais déjà que je ne suis plus moi. Je coupe les ponts avec les copines. Je m'éloigne de ma sœur qui à la base est toute ma vie. À la fin de cette première année de mariage, il m'annonce qu'il a acheté un superbe appartement dans le sud de la France. Il me montre les plans, vraiment un appartement de rêve. Je finis par accepter de déménager. Je me retrouve à plusieurs centaines de kilomètres de ma famille, et c'est là que les vrais problèmes commencent. Maintenant, je passe mes journées, mes semaines, mes mois dans cet appartement. Je n'ai pas le droit d'y sortir sans autorisation, même pas pour aller chez le médecin. Il doit toujours m'accompagner. Je veux quand même préciser que 10 ans après, je parle de ça de cette manière, mais au moment où se déroulaient les faits, je ne m'en rendais pas compte que c'était anormal de vivre ça. Il passe ses journées, ses nuits à me dire combien il m'aime, combien je suis belle, et en même temps à me dire combien je suis nulle, combien je suis faible, combien il mériterait mieux que moi, parce que parfois je pleure. Il critique tout ce que je cuisine. C'est vrai que je suis pas très bonne cuisinière, mais vu que je sors pas de cet appartement, j'ai rien d'autre à faire que cuisiner. À part ça, selon lui, ma cuisine, elle manque toujours de sel, de sucre, de goût. Il préférerait que je cuisine les plats traditionnels de sa mère, et quand j'essaye, c'est jamais bon, jamais assez. Il dit carrément que ça le dégoûte. Les mois vont passer, et il passera de moins en moins de temps à l'intérieur. Il part souvent en déplacement, de 3 ou 4 jours d'affilée. Et pour s'assurer que je ne sorte pas de la maison, il utilise les caméras de sécurité de notre appartement pour me surveiller finalement. Les mois passent. En vrai, les années passent. Ça y est, je suis éteinte. Je crois que j'ai passé 3 ou 4 ans sans aller chez le coiffeur. Moi qui y allais 1 fois par mois, je suis déprimée. Je ne me rends pas compte, mais j'ai le droit d'aller voir ma famille en Île-de-France qu'1 fois dans l'année. Généralement, la période de la fête de l'Aïd. Je ne travaille pas, je ne sors pas, j'ai pas de vie sociale et j'ai même plus de vie maritale. Je lui demande de me sortir, de m'emmener au restaurant, qu'on aille au ciné, qu'on parte en vacances, parce que je vous rappelle que c'est ce qu'il m'avait promis. Il passe son temps à dire qu'il doit travailler dur, qu'un appartement comme le nôtre et une voiture comme la nôtre, ça tombe pas du ciel, que j'arrête de penser qu'à moi, que je suis une ingrate. Il dit que je ne suis pas reconnaissante, que je mérite même pas tout ça, mais qu'il est trop bon avec moi. Bref, un jour après des mois de gamberge, je vais me permettre de lui dire que je n'en peux plus. Je le remercie pour tout, vraiment, mais je lui dis que ça y est, je veux divorcer. Et donc, au bout de bientôt 5 ans de mariage, à la suite de cette phrase, il me bat, il me cogne, et rajoute, à chaque fois que l'idée du divorce va te traverser l'esprit, souviens-toi bien de ce moment. Toi et moi, c'est pour la vie. J'ai commencé à avoir un déclic. J'en ai parlé à personne de ma famille, mais j'ai réussi dans mon téléphone à créer un compte sur les réseaux sociaux. Je suis rentrée en contact avec une meuf que je suivais, avec qui je parlais très souvent et ça me faisait vraiment beaucoup de bien. J'avais l'impression d'avoir une amie, d'avoir une vie sociale, comme une femme de mon âge. Il n'a jamais réussi à remarquer que je discutais avec quelqu'un. C'était vraiment ma bouffée d'air frais. Cette personne m'a beaucoup aidée. Elle a joué un rôle crucial dans ma libération. Il faut savoir qu'après ce premier dérapage de violence, car ce ne sera pas le seul, je m'étais encore plus renfermée sur moi-même. Je ne sais pas si j'avais peur de lui, ou s'il me dégoûtait, ou si c'était un peu des deux. Mais j'arrivais plus à lui parler.
Et au bout de plusieurs semaines de silence, il est rentré du travail avec un gros bouquet de roses, une grande boîte de marque de luxe. Il m'avait acheté le sac de mes rêves et des billets d'avion pour m'emmener à New York. Il savait que c'était le voyage de mes rêves. Je sais pas trop comment il a fait ça, mais au bout de quelques jours, il s'était vraiment adouci. Ça se passait beaucoup mieux. Et on partait donc à New York. 2-3 mois après, on partait donc à New York, pardon. On a préparé le voyage ensemble, etc. On s'envole à New York et je passe 7 jours féeriques. J'ai l'impression de redécouvrir cet homme. J'ai l'impression d'être avec celui qui m'a fait tomber amoureuse plusieurs années auparavant. Le voyage se déroule très bien. On rentre chez nous dans le sud et le lendemain ou le surlendemain, je me souviens plus exactement, redispute. On se dispute à cause d'un plat. Je dis on se dispute, mais en fait il se dispute tout seul. J'ai cuisiné quelque chose qui n'était pas à son goût apparemment. Et dans un excès de violence, le plat bouillant, il me le jette à la figure. Heureusement ça ne touche pas mon visage, mais je serais quand même brûlée au niveau du cou. Il ne fait même pas semblant de m'aider avec ma brûlure. Moi je crie de douleur, je pleure et il continue à m'accabler. Que tout ça c'est à cause de moi. Que ça fait 6 ans qu'on est mariés et que je suis toujours pas fichue de faire un plat correctement. Bref, c'était ma vie. Humiliation, violence, humiliation, violence, humiliation. Je comprends qu'en fait il ne changera pas, que New York c'était pour m'endormir, c'était pour me faire croire qu'il pourrait changer, mais il ne changera pas. Je commence même à être suspicieuse. J'ai pas de preuves, mais j'ai l'impression qu'il me trompe. Pour une raison très simple, notre vie intime est égale à 0. Non pas qu'avec ce qu'il me faisait endurer j'avais envie de partager des moments intimes avec lui, mais je trouvais ça très étrange. Il avait 3 téléphones, 2 téléphones pro et un téléphone personnel. Il voulait avoir toujours une image parfaite, donc évidemment il n'a jamais verrouillé ce téléphone avec des codes. Il disait toujours que de toute façon je n'avais rien à lui reprocher, qu'il était parfait avec moi et que c'était un mari extraordinaire, et que j'étais celle qui gâchait tout dans le couple. En gros, il faisait en sorte de me faire porter le chapeau. Donc c'est vrai que je me suis jamais dit va voir dans son téléphone, parce que de toute façon les téléphones ils étaient pas verrouillés et ils étaient toujours posés sur la table à l'entrée de l'appartement. C'était pas quelqu'un qui gardait spécialement en plus son téléphone sur lui. En tout cas, c'est pas à ce niveau-là que c'était suspicieux. Mais comme je disais, j'ai quand même commencé à avoir des doutes. Et j'ai pris un de ses téléphones au hasard. Il était à la maison ce jour-là, et je lui ai dit que j'aimerais m'envoyer des photos d'un appartement, parce qu'il avait acheté plusieurs appartements qu'on relouait. Donc je prends son téléphone, lui il continue à regarder la télé, et en vrai c'est assez drôle. Il n'y avait pas de code. Les téléphones ont toujours été posés sur la table, et je me rends compte qu'il y avait des conversations avec au moins 4 femmes différentes, dont une conversation très explicite où il envoyait carrément des photos de lui, très explicites aussi. Et vous savez quoi ? J'étais soulagée. Je me suis dit, mais s'il me trompe, c'est que lui aussi il n'est pas heureux. C'est même probablement qu'il ne m'aime pas. C'est cool, ça va faciliter mon départ. Il va enfin accepter qu'on divorce. Je prends un élan de courage sorti de nulle part et je lui dis immédiatement ce que je suis en train de voir dans son téléphone. Je lui demande pas d'explication. Je lui dis écoute, je ne t'en veux pas. Juste libère-moi. Viens, on divorce. S'il te plaît, on divorce. Laisse-moi partir. Et encore une fois, ça a été une erreur. Il est rentré dans un état d'euphorie spectaculaire. Il criait, il cassait tout, il hurlait. Je me rappelle de cette scène comme si c'était hier. J'avais la sensation que tout était au ralenti. Il ne m'a pas frappé, mais il était très violent dans ce qu'il disait, les gestes qu'il faisait. Il criait, il hurlait, je ne me souviens même plus des mots exacts qu'il disait, je revois juste cette scène et je me dis « Mais c'est pas des barreaux de prison. Prends ton courage, sors d'ici, ouvre la porte. Qu'est-ce qui va se passer ?» J'étais en pyjama, je l'ai laissé tout casser dans la maison. J'ai attrapé les clés de la voiture, j'ai pris mon sac, j'ai ouvert la porte, je suis partie. Il criait dans le couloir de l'immeuble, les voisins sont sortis, il continue à crier et à m'insulter, de tous les noms possibles. J'ai pris ma voiture, et j'ai pris la route jusqu'à Paris. Dans la voiture, j'ai appelé ma sœur, et au son de ma voix, elle a compris. Parce que je tiens à préciser que sur ces 10 ans de calvaire, il faut savoir que je n'ai jamais dit à quelqu'un de ma famille ce que je vivais avec lui. Tout le monde savait que c'était un homme très dur, que je devais faire ce qu'il disait, mais quand on me demandait
est-ce qu'il est violent? Je disais systématiquement non. Quand on me demandait est-ce que tu es heureuse? Je disais systématiquement oui. Donc j'ai appelé ma sœur et elle a tout de suite compris. J'ai commencé à lui raconter toute mon histoire sur les 8 heures de route qui m'attendaient. Je suis arrivée chez elle, je me suis effondrée. Elle m'a accompagnée dans absolument toutes les démarches. J'ai demandé le divorce et je me suis libérée toute seule. J'ai réussi à avoir une mesure d'éloignement. Et aujourd'hui, ça va faire 1 an et demi que je suis séparée. Et que je commence enfin ma vie. Je voudrais aussi rajouter que ta page, ce que tu véhicules, les messages d'espoir que tu délivres sur les réseaux m'ont beaucoup aidé aussi. Après avoir fui mon domicile et m'être installée chez ma sœur. C'est ma sœur qui m'a parlé de ta page. Elle te suivait depuis quelques années déjà sur les réseaux. Elle était persuadée que tu allais me faire beaucoup de bien. L'année dernière, j'ai donc pris plusieurs séances d'accompagnement avec toi. Et ça m'a fait beaucoup de bien. De pouvoir parler sans être jugée et surtout entendre une version de ma vie où moi, j'étais importante. Tu m'as aidé à retrouver confiance en moi et pour ça, je t'en serai éternellement reconnaissante. Je suis en train de créer une structure pour aider les femmes qui vivent ce que j'ai vécu à partir. J'espère que tu accepteras de partager ce projet quand il aura vu le jour. J'aimerais aussi dire à toutes les femmes qui ont l'impression de ne pas voir le bout, à toutes les femmes qui pensent qu'elles méritent ce qu'elles vivent, que si elles quittent cette personne, elles seront seules, que c'est faux. On peut s'en sortir. On va s'en sortir. Le bonheur, c'est gratuit, et c'est pour tout le monde. Moi aussi, j'avais très peur. Il ne le verbalisait pas tel quel, mais il m'a toujours fait comprendre que je devais être avec lui ou rien. En prenant la route ce jour-là, j'avais choisi rien. Et en réalité, ça voulait dire que je m'étais choisi moi. Je sais que c'est dur et que ça paraît impossible, mais choisissez votre liberté, votre paix d'esprit. Vous êtes importante. Voilà. Du coup, je suis arrivée au bout de son mail, mais je suis même pas arrivée au bout de son histoire. Faut savoir que elle me permet de dire ce que je vais dire là, mais cette championne, elle a vécu des choses d'une violence. Et elle a choisi de condenser et de vous raconter ses histoires parce que je pense que c'est les moments de sa vie qui ont fait en sorte qu'elle ait ce fameux déclic. Et moi, quand j'ai reçu son mail, je connaissais son histoire et j'ai été émue aux larmes. Je pense que c'est surtout le choix des mots. Quand elle explique que le bonheur c'est gratuit, je me dis mais en fait pourquoi personne n'a jamais pensé à cette phrase? Le bonheur c'est gratuit. Et effectivement c'est vrai. Mais c'est pas parce que c'est vrai que c'est évident. En fait, je vais pas aller jusqu'à donner la définition du bonheur, mais très souvent quand les gens ils sont en quête à la recherche du bonheur, ils pensent pas eux comme vecteur de ce bonheur. C'est souvent des gens qui se disent que le bonheur il vient d'une tierce personne, d'un homme, d'une femme, des enfants, d'un parent. Mais en fait, on peut être ce fil conducteur du bonheur. On peut et on doit participer à notre bonheur, en fait. Et déjà, je fais ma petite parenthèse pour la remercier. Bon, j'avais déjà lu le mail, je le découvrais pas en vous le lisant aujourd'hui, mais ça me touche ce qu'elle dit sur moi. Et comme pour le témoignage de la championne sur l'infertilité, ce qui est ouf, c'est que ces personnes, ils ont la sensation que je leur donne quelque chose, que je leur apporte quelque chose. Alors si c'est le cas, je pense que c'est le cas, sinon ils ne reviendraient pas, j'en suis ravie. Mais ils m'apportent aussi beaucoup. Et effectivement, cette championne, elle avait un énorme problème d'estime. Il faut savoir que elle sait pas si l'homme avec qui elle était, il était pervers narcissique, et je trouve ça juste de dire ça parce que faut que ce soit diagnostiqué, etc. Donc moi aussi, je sais pas si cet homme-là est pervers narcissique, bien qu'il ait des comportements qui fassent penser à ce type de personne. Mais en tout cas, elle, ce qui est sûr, c'est ce qu'ils ont trouvé avec sa psychologue et ce qui sautait un peu aux yeux, c'est qu'elle était dans une emprise, en fait. Elle était ce qu'on appelle sous emprise. Et en fait, être sous emprise, c'est quoi? C'est quand il y a un ascendant, tu vois, c'est pas une relation égalitaire. Là, monsieur et madame, ce ne sont pas des égaux. Il n'y a ni égalité ni équité. Il y en a un qui prend le dessus sur l'autre de manière malsaine. De manière malsaine, c'est vraiment, comment dire? Ça peut passer par le biais de paroles, de comportements. Là, c'était un peu tout, hein.
Là, voilà, il utilisait les paroles dévalorisantes, humiliantes, il utilisait les gestes, il utilisait son statut, son argent, etc. pour la réduire à la place de moins que rien, et il n'arrêtait pas de lui se faire passer pour une victime. Juste dans les quelques mots de son histoire qu'elle a retranscrit, on voit ça, c'est lui qui se victimise, et elle qui est la mauvaise, avec tout ce que je fais pour toi, voilà. Donc effectivement, il fait penser à un certain type de personne. Ce mec-là, voilà, est-il malade ou pas? Je sais pas si depuis il a décidé d'aller consulter. En tout cas, voilà, cette championne, elle était véritablement sous emprise. Et en fait, son déclic à elle, ce qu'elle m'expliquait, elle me permet de vous le raconter, c'est que dans cette énième embrouille, quand elle se rend compte en fait qu'il la trompe, elle a fait un parallèle. Elle s'est dit, si il me trompe, il ne m'aime pas. Lui aussi doit pas être heureux. Parce qu'en fait, si t'es heureux, tu vas pas voir ailleurs. C'est quelque chose que j'entends, je comprends complètement, et moi j'arrive à penser comme ça aussi. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, mais en fait, mais elle le dit elle-même, elle dit, mais y a pas de barreau, je suis pas en prison en fait. Si je veux sortir, je sors en fait. Et je vous jure que quand on prend un peu du recul sur ça, sachant que nous, on vivait pas à sa place, on se dit, mais oui, en fait, elle a qu'à sortir. Mais elle se bat pourquoi? Et moi, c'est ce qu'elle m'a dit après. Elle m'a dit, mais en fait, je me battais pourquoi? Je ne l'aimais plus, je le craignais. Je ne l'aimais plus, je le craignais. C'est quelque chose qu'elle me disait souvent. Et en fait, c'était un engrenage. Comme elle dit, elle, dans sa relation, il a jamais verbalisé, il a jamais eu des menaces claires sur le fait que si tu me quittes, je vais te tuer, ou si tu me quittes, je vais te faire du mal, etc. C'était en mode, c'est pas possible. Il l'avait cogné une fois, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Il l'avait cogné plusieurs fois d'ailleurs, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Et c'était, ouais, non, en fait, t'es à moi, tu vas rester avec moi. En fait, quand elle a compris que non, mais en fait, c'est quelle est ta définition de l'amour? Tu es humiliant, tu es rabaissant, tu es violent. En plus de ça, tu es infidèle. Il se passe rien entre nous. Je ne suis pas ta chose. Je ne suis pas un objet. Et elle a décidé de dire stop. Et c'est dingue parce que je vous assure, on rigolait, on faisait des blagues sur son pyjama parce qu'elle me disait ouais, c'était mon pyjama préféré de chez Primark. Je dis ça comme ça met un petit peu d'humour dans la conversation. Et donc c'est ce qu'elle me disait. Elle m'a dit, je suis montée dans mon pyjama en fait. Je suis montée dans la voiture et j'ai tracé. Et elle a tracé. Il faut savoir que voilà, ce genre de personnes-là, ils te coupent de ta famille. C'est comme ça en fait qu'ils arrivent à intégrer l'emprise. Ils rentrent dans ta tête, ils te font croire que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, c'est pour ton bien, que tu n'es rien sans eux. Mais en fait, il faut jamais oublier quoi? Il faut jamais oublier que vous étiez quelque chose avant d'être avec ces personnes-là. Vous étiez quelqu'un. Vous étiez quelqu'un. L'amour, ça ne fait pas mal. L'amour, ça ne fait pas pleurer. Je me reprends. Effectivement, évidemment que dans un couple, on peut être amené à s'embrouiller, à se disputer, à être en désaccord, parfois à se laisser emporter par des émotions et dire des mots qui dépassent nos pensées ou des mots qui sont pas très sympas, effectivement. Mais quand il y a de l'amour, on arrive à réparer derrière. On arrive à réparer, on ne reproduit pas. On ne fait pas du mal aux gens qu'on aime. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'emprise. C'est important aussi pour moi de faire cet épisode-là, parce que voilà, ça fait partie avec l'infertilité des témoignages que je reçois le plus. Ça fait partie des témoignages que je reçois le plus, et c'est des choses qui me touchent. Parce que j'ai grandi, ça fait appel en fait à la Sarah Petite, j'ai grandi en voyant, en subissant des choses qui n'étaient pas normales, et voilà, il faut dire stop. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je vais m'adresser là aux personnes qui font partie de l'entourage de ces gens qui sont dans ce genre de relation-là. N'accablez pas les victimes. En fait, j'ai souvent des nanas qui me disent « Ouais, moi j'en peux plus, j'arrête pas de lui dire, pars et tout, bah maintenant voilà, si tu pars pas, tu viens plus te plaindre et tout. » En fait, c'est horrible de dire ça à quelqu'un. Si, il faut qu'elle puisse venir se plaindre. Il faut qu'elle puisse venir vider son sac parce que c'est à force de venir, de parler, de se confier, qu'un jour le conseil que vous allez lui donner, la main que vous allez lui tendre, elle va l'attraper. Il ne faut pas cesser. Il ne faut pas cesser d'accompagner et d'aider ces personnes-là. C'est un engrenage, c'est un cercle c'est au-delà d'un cercle vicieux. C'est une spirale infernale. Les femmes qui sont dans ce genre de situation-là, en plus de souffrir, elles ont peur. Et souvent, elles n'ont pas peur que pour elles.
Elles ont peur pour elles ont peur pour leurs enfants, elles ont peur pour leurs proches. Elles vivent des situations d'une violence très souvent, et puis elles savent plus en fait ce que c'est que l'amour, parce qu'un jour je te cogne, un autre jour je t'aime. Je te cogne et 5 minutes après je t'aime. Je te cogne et 5 minutes après je rigole, mais vas-y, arrête de pleurer. Oh, tu m'as juste un peu énervé, allez, viens, on va au restaurant. Je te cogne et 5 minutes après je te ramène vivre ton rêve à New York, tu vois. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est pas une histoire de faiblesse. Parce que ce type de mecs-là, ils ont, voilà, on va pas se mentir, ils ont des prototypes. Il y a des types de personnalités, il y a des personnalités qu'ils aiment bien. Les personnes qui n'ont pas trop confiance en elles, etc. Voilà. Mais pas que. Il faut pas oublier que le problème, c'est pas la nana qui est en train de vivre ça, c'est celui ou celle qui fait vivre ça, en fait. Donc t'imagines la double peine. Chez toi, tu vis l'horreur, t'as peur, t'es pas bien. Et quand tu décides enfin de te confier, tu tombes face à quelqu'un qui te dit « Non mais c'est bon, si tu viens me répéter et que tu fais rien, bah tant pis, reste dans ta merde. » Je dis ça parce que j'ai déjà entendu ça. Pour avoir eu quelqu'un de très proche dans mon enfance qui vivait ça, ses frères et sœurs, ils avaient rien d'autre à lui dire que ça. Bah t'arrêtes pas de te plaindre de lui, tu restes avec lui, et ben voilà, reste là-bas et arrête de nous appeler. Et donc j'ai mis des trigger warnings au début, et j'ai oublié de dire un truc, donc je vais le dire tout de suite avant de le dire. Il faut faire aussi attention parce que je vais parler du féminicide. Donc voilà, couper là si c'est compliqué, ce sont des choses qui existent. Aujourd'hui, c'est des choses, on en parle. C'est toujours pas résolu, voilà, c'est toujours pas résolu, il y en a encore beaucoup trop, il y a encore beaucoup trop de féminicides qui arrivent. Mais voilà, c'est des choses qui existent. D'ailleurs, il y a des numéros qui existent si jamais vous êtes victime de violences conjugales. Là, tout de suite, je pense au 3919, mais on peut en trouver plein d'autres. Il y a la police, là, il y a plein de numéros à appeler, il y a plein de structures qui existent pour vous aider. Et en fait, je sais, j'arrive à comprendre que les femmes ont peur. Parce qu'on a vu que parfois ça se finit pas toujours bien. Mais ça se finit aussi très bien. En fait, il faut se faire accompagner parce que ce qu'il faut réussir à faire, c'est de sortir de l'emprise. Sortir de l'emprise, ça veut aussi dire ne plus avoir peur. Et ce genre de personnes-là, ça les affaiblit de voir qu'on n'a plus peur. Ça les affaiblit. Ça les met en dépression. De voir que la personne qui était dépendante à lui, elle devient indépendante. C'est très difficile pour eux. Je pense que l'essentiel de cet épisode, pour moi, c'est surtout que le message passe auprès de l'entourage. Il faut vraiment pas arrêter d'entourer et d'accompagner. Surtout quand la personne elle a décidé de vous faire confiance et de se livrer à vous. Vraiment, c'est quelque chose qui est important. Ne coupez pas le lien. Je vous ai dit, je sais que ça peut être frustrant de se dire mais j'arrête pas de lui dire de partir, j'ai envie de l'aider, je peux la prendre chez moi, mais c'est pas comme ça en fait. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et en fait, c'est important que dans les conversations que vous avez avec ces personnes-là, vous placez toujours la victime au cœur de la discussion. On s'en fiche finalement de l'autre. Il faut presque diriger les questions en fait. Quand elle vous raconte, ouais, il m'a fait ça, il m'a frappé, il m'a humilié et tout. Plutôt, on a tendance, et c'est normal, on a envie d'insulter, moi. En tout cas, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est d'insulter. Encore plus quand la nana en question, c'est une proche, j'ai envie d'insulter, de voilà. Mais non, en fait, il faut lui demander, mais est-ce que tu trouves que c'est normal ? Est-ce que ça te semble logique qu'il fasse ça ? Est-ce que tu trouves que c'est juste ? Ouais. Est-ce que tu penses que c'est ça que tu mérites ? Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Vraiment, vous allez voir, si jamais vous êtes dans une situation comme ça, le simple fait de poser les questions comme ça, la personne qui est à fond, là, elle est dans la conversation, elle est en train de se livrer à vous, elle va être obligée d'y répondre. Alors effectivement, les réponses, elles vont pas toujours vous plaire. Mais après, ça reste dans la gamberge. Ça reste dans la gamberge. Écoutez, j'ai pas trop envie non plus de m'attarder sur cet épisode. J'avais surtout envie de livrer son témoignage. Et encore une fois, le but, c'est pas qu'il vous fasse de la peine. Le but, c'est qu'il soit peut-être, qui sait, un déclic, un électrochoc, un atome d'espoir ou de courage pour une personne qui vit une histoire similaire. Je vais reciter la championne. Le bonheur, c'est gratuit. Je le répète une deuxième fois, le bonheur, c'est gratuit, et même encore une troisième fois. Le bonheur, c'est gratuit, et le bonheur, vous le méritez. Vous avez le droit d'être heureuse. Vous avez le droit d'être heureux. Et en tout cas, personne n'a le droit de vous voler ce qui vous revient de droit, c'est-à-dire ce bonheur, c'est-à-dire un sourire. L'amour,
ça fait pas mal. En tout cas, ça fait pas mal comme ça. Vous méritez d'être aimé à votre juste valeur. Et pour ça, faut-il savoir quelle est votre valeur. Je ne vous connais pas personnellement, toutes celles qui vont écouter ce podcast, mais il est là le combat de championne d'abord. Le slogan de championne d'abord, c'est « En chaque femme réside une championne ». Et je dis toujours que je crois que ma mission sur Terre, c'est de permettre aux femmes de prendre conscience de leur véritable valeur. Parce que je pense que c'est de ça qu'on manque. L'excès de comparaison, les paroles dévalorisantes, les croyances limitantes, toutes ces choses-là qui nous entourent, les mauvaises relations, les relations toxiques, les parents qui ont été parfois toxiques, l'entourage qui est toxique, nous-mêmes qui sommes toxiques. On se fait du mal. On se fait du mal. Une des pistes, alors encore une fois, enfin je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais je le dis en tout cas tout de suite, je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas psychologue et je vous encourage vivement à vous diriger vers une psychologue, une thérapeute ou quelqu'un, si vous avez besoin de parler, de vous faire accompagner, de vous faire aider, d'en savoir plus sur vous. Mais je dis toujours que le plus gros problème, c'est qu'on ne se connaît pas. Et quand je dis on se connaît, je vous dis pas ouais, bonjour, je m'appelle Cindy, j'ai 32 ans, j'habite à Versailles. Non. Se connaître réellement, profondément. Qu'est-ce que je suis capable de tolérer? Qu'est-ce que je ne tolère pas? Quelles sont mes limites? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes qualités? Quels sont mes défauts? Me connaître profondément. Et ça, c'est le travail d'une vie, parce qu'on est amené à évoluer, je suis d'accord avec vous. Mais c'est un travail qu'on doit faire. Plus je me connais, plus je connais ma valeur, plus j'ai une meilleure vision de moi-même, plus je m'estime. Plus je m'estime, plus on m'estime. Plus on sait que je suis importante. Plus on sait que j'existe. Moins c'est facile de me faire du mal. Ce sera vraiment mon conseil pour vous, les filles. Je dis les filles parce que voilà, c'est le combat de ma vie, mais peut-être qu'il y a des messieurs qui vont écouter, et sûrement qu'il y a des messieurs, parce que je sais déjà que certains proches écoutent ce podcast, et c'est exactement la même chose pour vous. Bon, j'espère qu'il n'a pas été trop difficile à écouter ce podcast, et que malgré tout, il vous a plu. Comme d'habitude, j'attends vos retours, n'hésitez pas. J'espère qu'au niveau de l'audio, mon souci est réglé, parce que j'ai pas envie de le réenregistrer une 3e fois. À très vite dans un prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié votre café. Bye bye.